téléphone, Vous savez qu'il est écrit Hashev tashivem le'achicha et lo tuchal leitalem. Donc il y a une mitzvah positive et une mitzvah qu'on appelle lo ta'aseh, négative. La mitzvah positive, c'est restituer, tu le restitueras à ton frère, Hashev tashivam le'achicha. Et l'interdiction négative, c'est lo tuchal leitalem. Tu n'auras pas le droit de littéralement te voiler la face. Détourner ton regard, faire semblant que tu ne vois rien. Celui qui soulève et prend pour lui-même un objet qui est perdu, il transgresse aussi l'interdiction de l'otikzol. Ça s'appelle aussi voler. Mais pour que ça s'appelle voler, il y a une condition, c'est qu'il y a eu yi'ush. Yi'ush, ça veut dire lorsque les propriétaires disent Vaï les chisaron kis, ils ont dit bon, kaparat avonot, comme on dit chez les Sfaradim, mais ce n'est pas tellement l'habitude à l'époque de la Gemara. En clair, il a perdu tout espoir de retrouver son objet et il a fait le kaddish intérieur sur son objet. Il a fait un kaddish sur son objet. Il a abandonné. Attends, je parle avec Laura. Une façon de parler, le kaddish. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on a fait yi'ush, on n'a pas de issur de l'otikzol, l'interdiction de voler. Pourquoi? Parce que le propriétaire a fait yi'ush, c'est-à-dire il a désespéré de retrouver son objet. Alors, il faut savoir que tout objet qui a une valeur de shavé pruta, environ 4 agorotes, il y a de cela, alors lui c'est un livre qui a été écrit il y a quand même quelques années, donc il dit que c'était 4 agorotes en Tafshin Nunchet. On est en Tafshin Pebet, ça fait pas mal d'années, 26 ans, 36 ans. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus quand même que 4 agorotes, le Shavé Pruta. Shavé Pruta, c'est-à-dire vraiment une valeur qui est aujourd'hui autour de 50 centimes d'euros. Et encore, je crois que c'est beaucoup, 50 centimes d'euros. Donc vraiment, ce n'est pas grand-chose. Donc, si quelqu'un a un objet qui a été perdu et il y a une valeur minimale, normalement, il est censé restituer l'objet. Donc, plus qu'un pruta. Maintenant, on va voir qu'il y a une différence entre aujourd'hui et la situation aujourd'hui sur le terrain et l'époque du Shulchan Aruch, où il y a une évolution. D'accord? Aujourd'hui, la majeure partie des objets perdus, dont la valeur financière, la valeur monétaire, la valeur est basse, eh bien, les gens n'ont pas l'habitude de les chercher et même, ils ont même honte d'aller les demander. En fait, je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a une société de consommation qui fait qu'on achète facilement certains objets qui sont vraiment du commun de commun. Donc, si quelqu'un a perdu un objet, à la limite, c'est presque sûr qu'il ne va pas du tout aller le chercher, le demander, etc. Alors, ce genre d'objet, il n'y a pas de ISO de voler, il n'y a pas de ISO obligation de restituer à son propriétaire. Parce que Rova Vedot, Shirkan Amamoni Muat, la majeure partie des objets perdus dont la valeur est petite, les gens n'ont pas l'habitude de les rechercher. Ils ont même honte de le réclamer. Donc, celui qui les voit dans la rue, il est patour, dispensé de les soulever et de les restituer à leur propriétaire. Maintenant, autre cas de Hashavat Aveda, si quelqu'un peut sauver l'objet de son prochain de la disparition. Exemple, il voit qu'il y a un chien qui renifle autour d'un aliment qui lui appartient. S'il attend longtemps, ce chien, il va mordre dedans. S'il réagit vite, il va pouvoir sauver ce gâteau du chien. Dans ce cas-là, ça s'appelle Hashavat Aveda. Vous savez, c'est quoi Hashavat Aveda? C'est un objet perdu, c'est pas perdu. Mais ça va être perdu dans quelques instants parce que le chien, il va le manger.
ou bien il va manger une partie, il sera dégoûtant de manger la deuxième partie. Donc, ça s'appelle Hashavat Avada, de sauver l'argent de son prochain. Un exemple encore différent, vous êtes propriétaire d'un portefeuille d'actions. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment comparable, et vous voyez qu'il y a un titre qui va vraiment s'écrouler, absolument s'écrouler. Le chien avec le gâteau, c'est plus sûr. Bravo. Alors, je dis que les actions, ce n'est pas une certitude parce que ça peut s'écrouler et ça peut remonter. Donc, ce n'est pas sûr que c'est bien de vendre quelque chose qui est en train de s'écrouler. D'accord? C'est ce que je pense. Est-ce que il n'existe pas des actions, tu sais que c'est terminé? Les options. Vos options. Même ça, si tant qu'elle ne vaut pas zéro, on peut monter aussi. Et si elle arrive à zéro? On a tout perdu. C'est fini. Dès que ça On touche sait le qu'elle zéro, vaut zéro. On sait qu'elle vaut zéro, comment ou elle vaut zéro. Dans l'intervalle. On n'est jamais sûr. On peut pas prédire. donc, dès qu'elle touche le zéro, elle ne peut plus remonter. Et si par exemple tu as un délit d'initié, tu vois que par exemple tu as Ça, c'est pareil. Ça, c'est un risque. connaissance d'un truc qui se. Toi, tu as une information, tu sais que c'est sûr que ça va. C'est peut-être la misère d'achat à la mais sinon, tu verras. Ça délice à une interdiction. Même si c'est pour sauver l'argent de son prochain. Si on ne fait pas partie de la société, c'est pas un délit. Comment Si on ne fait pas partie de la société, Comment tu as une information que tu n'es pas censé avoir. Non, c'est une information que tout le monde n'a pas en même temps. C'est ça, l'initié. L'initié, c'est de particulier à particulier aussi. L'initié, c'est une information. Tout le monde doit être à égalité d'information. C'est ça le Mais c'est jamais comme ça. Autrement, il n'y aurait pas une plus-value dans les délits initiés. C'est quand c'est pas le temps de l'information. C'est que toi, tu es dans une information particulière et que tu sais que cette information va jouer considérablement sur le cours de ton action. C'est forcément avoir le temps qu'elle soit connue de tout le monde. Parce que toi, tu la connais de par Mais autrement, on est d'accord. d'accord. Il n'y a aucun intérêt. C'est par exemple, tu vas signer, il va y avoir une signature entre deux grandes sociétés qui vont faire une fusion et ça va booster le cours de l'action. Donc, celui qui est au courant, Ceux qui sont dans les ils ont pas joué. Les personnes sur Voilà. la société Voilà. savent très bien que ça va ça va le cours va être augmenter. dilué par la suite, non, ou le cours va être dilué ensuite, et donc ça va chuter. Ils peuvent avertir d'autres personnes. Et effectivement, là, Ils peuvent, c'est ce qu'ils vont faire. Mais dans ces cas-là, ils sont marqués. Même pour soi. Sinon, par exemple, les personnes je qui sont suis dans l'affaire, détenteur d'action d'une D'action, société c'est ça. qui est en train, sur lequel je sais qu'il va y avoir une opère ou quelque chose de Il spécial, va pas avoir vous allez joué vendre avant ou acheter avant, et que je Et revends puis là, derrière. Mais Uri, il a raison. C'est un groupe de personnes sensibles. Oui, ces On personnes-là, est ils d'accord. sont bloqués, ils ne peuvent pas jouer. Ils n'ont pas le droit d'acheter ni vendre des Mais on le sait. Non, mais voilà, je le dis. Donc, c'est pour ça que c'est une information qui Eux, ils n'ont pas le D'accord. droit. Mais mais- d'après ce que vous dites, ça ne rentre pas du tout dans le cas dont je parle. Le cas dont je parle, c'est plutôt une rivière qui est en train de déborder, tu vois, une crue par exemple, et tu vois qu'il y a l'objet de ton prochain, il y a par exemple sa voiture, tu as le moyen de la déplacer pour qu'elle ne prenne pas l'eau, Ouais. ou bien tu peux sauver des objets, autres objets de ton prochain, parce que l'eau est en train d'arriver, et tu sauves les objets. Non, le problème, c'est quelqu'un qui ne sauverait pas l'objet. Il laisse là, il dit, ah, c'est tombé bien, il va perdre ça, magnifique, je frotte les mains. Ça s'appelle Hashavat Aveda. Pourtant, je n'ai pas un objet perdu, puisqu'il sait, c'est un objet qui va être perdu. Est-ce qu'une fourrière, par exemple, on voit, des fois, il nous arrive souvent, on voit, On voit la voiture à Louis. on voit la voiture de quelqu'un qui il est aussi en train de tourner dessus. Est-ce que là, on doit prévenir, faire en sorte de venir chercher? Mais oui. Parce qu'ils vont ramasser la voiture dans un quart d'heure. Bien sûr, chez Ataveda, des 135 €. Au hasard, le petit. Non, mais même Ça rentre dans dans notre rue, c'est fréquent que Le temps que tu perds. sans se compter la Hashavat Aveda. D'accord. Éviter que la personne ait une Habitué, perte. Éviter qu'il ait un PV. Donc, on a bien compris ce que c'est Hashavat Aveda numéro 2. Ce n'est pas restituer un objet qui a été perdu, c'est sauver un objet d'un nézek, d'un dommage certain qui est en train de fondre sur lui. Alors, si ça coûte de l'argent de faire le sauvetage, est-ce que je lance des dépenses, alors donc je puise dans mes ressources financières pour sauver l'argent d'autrui?
Si l'autre me rembourse, si l'autre moins que Mais il n'est pas là, tu ne vas pas l'appeler. Ah, dans ce cas-là, non. si ça coûte plus cher à nous par rapport à la valeur de l'objet. Alors, Il c'est n'y ça. a aucun intérêt financier à le faire. Ouais. Bah, justement, Non, moi je pense que tu n'as pas les ça boutiques, va rien te coûter. Sinon, il a une valeur. Prenons l'exemple qu'il a cité tout à l'heure. Il y a une voiture. Cette voiture, il y a des gens qui sont en train de préparer une fourrière. Tu as la possibilité de, parce que tu as la clé de la voiture de ton copain, de sortir la voiture de cet endroit et de sauver cette voiture de la fourrière. ça coûte rien. Dans ce cas-là, ça ne coûte rien. Alors, si tu as obligation pour pouvoir déplacer une voiture qui est en danger d'être submergée par l'eau, devoir prendre un remorqueur pour la déplacer. Le remorqueur, il n'est pas gratuit. Est-ce que tu as le droit, ou le devoir, pardon, de prendre un remorqueur sur ton compte à toi pour sauver la voiture de l'autre? Non, il n'y a pas la garantie que la personne nous rembourse. Pardon? Il n'y a pas la garantie que la personne nous rembourse. Alors, tu n'as pas la garantie. Alors, si tu connais cette personne, elle a les moyens de te rembourser. Donc, le principe, c'est le suivant. Je ne suis pas obligé d'offrir ce service, mais si, effectivement, je sais qu'il va me rembourser, j'avance l'argent, il me rembourse. Là, ça vaut la peine parce que, tu vois, entre une fourrière et par rapport à la valeur d'une voiture et la réparation d'une voiture qui a pris l'eau, je pense, ça vaut la peine. Les réparations sont très chères. En tout cas, c'est clair que le propriétaire a l'obligation de payer les frais occasionnés par ce sauvetage. Un troisième cas, celui qui connaît un témoignage et qui peut, par son témoignage, sauver son ami, ou bien le protéger d'une accusation fausse. Il a l'obligation aussi de le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se mouiller, ils disent bon, j'ai pas les nerfs, machin, etc. Mais à cause de toi, parce que tu ne témoignes pas, ton prochain, il va perdre de l'argent. Ça ne va pas ça. Il faut s'assurer d'être deux dans ce cas-là ou pas? Tu as raison, il faut avoir une édoute efficace. Il faut un témoignage efficace. C'est vrai que dans le cas d'un témoin seul, ce n'est pas efficace, il faut 2 témoins. Maintenant, si par exemple tu vois que des gens un peu voyous, ils veulent causer un dommage à ton prochain, est-ce que tu as l'obligation de le prévenir? Même de risquer sa vie, par exemple. Ils sont en train de... C'est ce que vous avez appris grave. Alors, risquer sa vie, je n'ai pas compris. Par exemple, ils sont en train de vandaliser la voiture et Ouais. vous pouvez intervenir pour empêcher que la vandalisme, mais vous risquez de prendre un coup parce que en train de casser la vie. Mais alors, moi, si on pense ça, on ne fait jamais rien. Non, elle a raison, c'est un problème, c'est que des fois tu prends des risques. Tu risques de te Personnellement, recevoir. c'est pas pareil que si vous allez dépenser un remorqueur. La police, déjà, c'est un premier Voilà. chose. Je sais qu'il y a des CRS. Je vais aller chercher pour... Non, mais voilà, t'es seul. Voilà. Alors, tu appelles la police, il n'y a personne qui arrive et ils sont en train de démonter la voiture et ils ont l'impression d'avoir vraiment le temps parce que la police, quand elle arrive. Ça dépend des capacités de chacun. Bien sûr. À un moment donné, on est capable de juger. Si on voit que c'est deux petits adolescents de 14 ans qui sont en train de faire une connerie, on peut toujours. C'est 2 grands blacks. Oui, si demain Et encore. c'est pas grand black. Ça va être 90. Non, mais c'est vrai. Bon, on va avec de la voiture. Bien, on ne va pas parler de chaque cas. Le principe, c'est compréhensible, c'est-à-dire que s'il y a un risque de coups et blessures pour soi-même, il n'y a pas une mitzvah de se prendre des coups et des blessures pour sauver le bon. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de risque comme cela, il faut s'en occuper. C'est un risque uniquement financier ou risque de réputation? Oui. Et si est-ce que ça ne s'applique qu'entre juifs? Est-ce que ça vaut aussi pour des non-juifs? Enfin, envers des non-juifs? C'est secourir son prochain. Ça dépend sur quoi, de quoi tu parles. Si c'est par exemple. La voiture d'un gosse. Je ne sais pas, là on parle pour les juifs. On parle pas pour les goyim. Après, ce n'est pas interdit de faire pour les goyim aussi, mais Oui, c'est secourir son prochain. là on parle des juifs. OK? Un juif. Cette halakha, évidemment, de Hashavat Aveda n'est pas liée au temps et elle incombe aux hommes comme aux femmes. Il n'y a pas de différence hommes et femmes là-dessus. Alors, maintenant, avant de soulever un objet perdu,
vous posez une question très simple, très, très concrète, puisqu'elle se pose dans ce Beth Amidrash depuis un certain temps. Il y a une clé de voiture qui est là depuis longtemps. C'est incroyable, cette clé de voiture qui est là, c'est un vrai mystère. Depuis le Covid, en fait, elle est arrivée juste La à la voiture, fin. quoi. Ouais, c'est là qu'elle est là. 2 ans qu'elle est là. Oui, la voiture. Non, mais si vous saviez le palace que c'est. Il a le double. Il a oublié. Il doit avoir le double, c'est tout. Mais il Ou alors, ne sait non. pas où il a oublié. Il a gardé la alors, clé, ça il veut a dire oublié. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait prié une fois ici parce Il qu'elle a- est en il a évidence. perdu, il a depuis, doublé. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vol depuis qu'elle est là. Shabbat Aveda, pourquoi ne pas faire un message? Alors, la question de savoir, est-ce que tu soulèves ou pas cette chose-là? Ça veut dire quoi, Rab, Là, tu la prends dans tes mains. La prendre dans ses mains, est-ce qu'on la laisse à la place? Je peux la déplacer pour essayer de la montrer ou que son propriétaire sans forcément faire le de la clé. Mais ça, prendre la clé, c'est pas dire propriétaire de la voiture. Non, chez Fouquiade, dès que ça, tu dis. Le principe est le suivant. Dès que vous soulevez un objet, vous êtes obligé de le restituer à son propriétaire. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici, est-ce que vous allez trouver un siman Pour pouvoir le rendre. pour le rendre? Et est-ce que le propriétaire a fait Youch? Mais ça, le propriétaire qui fait où, je ne peux jamais le savoir. Si, après, si on n'avait pas vu. Alors, ça, on va voir exactement que se passe-t-il dans le cas où il y a un Safek Youch? Tu sais pas. Non, il y a certaines choses, il y a certaines choses où on est sûr qu'il a fait Youch. Tu dis jamais je vais le retrouver. Tu trouves de l'argent, un billet, ça y est, on sait qu'il a fait Youch. Alors, quelque chose sur lequel on n'est pas sûr qu'il ait déjà fait Youch, mais on sait qu'il va faire Youch lorsqu'il le saura, ça s'appelle Youch chez l'Omidat. Quelle est la halakha? Yal Kegam. La halakha est comme. Vous avez compris, pourquoi je dis Yal Kegam? C'est Yal Kegam? C'est pas 4, c'est Yal, c'est-à-dire Yud, et Kegam, ça fait Sika. Il y a Sika où la halakha est comme Abaye. Abaye, et d'habitude, la halakha est comme Rava. Pourquoi est-ce qu'en général, la halakha est comme Rava, vous savez? Il a plus de mérite parce qu'il a fait plus de Milut Rasadim. Bref, en tout cas, la halakha est comme Rava, à part Sika. Dans cette Sika, il y a le Yush Elomidat. Yush Elomidat, ça veut dire je sais que ce monsieur fera Yush lorsqu'il saura, mais il ne sait pas encore. Au moment où je le ramasse, Au moment où je le ramasse, Au moment où je ramasse, il ne sait pas. et au moment où il va y penser, je sais qu'il doit faire. Mais je sais qu'il fera Yush, mais il n'a pas encore fait, parce qu'il ne sait tout simplement pas. Lo avait Yush, ce n'est pas Yush. Tant qu'il n'a pas fait effectivement le Yush, ce n'est pas Yush. Les clés de maison, les clés de voiture. Donc, je ne peux pas les prendre. Je laisse l'objet à sa place. Alors, attention. Mais là, au bout de 2 ans, il n'a pas fait Une fois que tu as soulevé, tu dois restituer à son propriétaire. Comment tu lui rends? Non, mais je peux que publier après. Il faut que le mec ait un peu, c'est lui. Rendre. Il faut annoncer déjà. Alors voilà le mot qui est important. À partir du moment où tu as soulevé, tu dois faire ce qu'on appelle hachaza. Qu'est-ce que ça veut dire hachaza? La publicité pour dire j'ai trouvé un objet. Mais attention, tu ne dois pas dire trop de détails, tu dois dire j'ai trouvé une clé de voiture au Beth Amidrash Aleph, sans rentrer dans les détails. Celui qui veut venir, le modèle de la voiture. Il doit donner les détails. combien de simanim il faut donner? 2 simanim. Et auquel cas, je lui restitue la clé de voiture, parce qu'après, il peut y avoir plusieurs personnes qui viennent se présenter et puis avoir des escrocs. Donc, normalement, dès que l'on soulève, on prend sur lui une responsabilité. Et cette responsabilité nous oblige à faire achaza, à publier. Si on ne publie pas, il y a un problème. Un chef d'archive, tu dois restituer l'objet. Et comment je ne le connais pas? Fais une publicité. Il faut communiquer. Il faut communiquer. On va pas dépenser des millions. Mais il le fait avant de temps en temps. Lui ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre, vous avez oublié, vous avez laissé, il le fait. Et quelqu'un qui laisse une clé 2 années, c'est qu'il a trouvé, comme il dit, il a un double de clé. Et c'est tout. Il n'a pas cherché de. Valeur avec les. En tout cas, à travers ce réseau
David, je me suis dit peut-être qu'on va peut-être retrouver finalement le propriétaire de cette mystérieuse clé. 2 ans après. On ne sait jamais. Avec une grande récompense. Mais là, la loi a été comme abayée, donc peu importe. Oui, il ne va pas attendre 2 ans pour trouver la clé de la voiture pour faire démarrer la voiture. le gars. Non, on ne l'a pas touché volontairement. On ne l'a pas touché pour ne pas la soulever, pour ne pas être mefouillable de restituer. C'est comme quelque chose de. Donc, ça apporte quelque chose le fait de. De ne pas soulever. Ça oblige. Non, c'est pas simplement. On Voilà. doit se sentir concerné, même si on prend pas. Non, mais Attention, On va dire, si c'est quelque chose où tu as l'obligation sûre de le rendre, comme il te dit, à l'autoral et taleb. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de siman. Il y a un siman, il n'y a pas de siman, c'est la question. Il y a le porte-clés. il reconnaît. Non, il y a Il y a un numéro dans la clé. Il y a non, il y a un numéro de téléphone, son nom et son adresse. Et vous n'avez pas annoncé à la cliente au niveau, La voiture et il serait reparti à pied. Tu as envoyé un peu bizarre. Non, c'est un Shabbat. Oui, c'est un grand mystère, c'est un grand Non, mais mystère. ça peut être Non, il ça arrive peut être un quelqu'un qui l'a vendredi. trouvé devant le Beth Midrash et qui l'a rentré ici. Aussi, ça En peut être disant que c'est quelqu'un qui l'a perdu en sortant. il l'a Non, moi, reposé. combien de fois j'ai trouvé des clés, qui étaient Il y a plein de posées sur le spécotes, vous avez raison, il y a plein de spécotes. Qu'est-ce qu'on fait dans le safek? Rien. Je vous rappelle, safek de Raïta à la Khumra. Donc, Et si on le prend juste pour tester dans le quartier, si une voiture qui clignote. Vas-y, bon courage, tu sais, c'est le voisin. Tu commence par la rue du Pont d'abord, le local qui est là-bas. Amotse Aveda. Donc je réponds. Ceux qui trouvent un objet perdu. Chez Yesh Siman de Goufa, dans lequel il y a un Siman. Obemakom chez Nimset. Ou bien même s'il n'y a pas de Siman dans la clé, il y a un Siman dans le fait que ça se trouve quelque part de précis. Velo Yadoualo, chez Abaalim Itia Shoveno. Il ne sait pas que le propriétaire a fait Yush. Chayav Hamotse Lehachiz ala Aveda. Il a l'obligation de faire de la publicité de la communication. De manière à ce que les propriétaires sachent que ces trous se trouvent chez lui. Ils viendront le prendre chez lui en donnant les simanim. Rav, ici, plusieurs personnes l'ont touché, levé. C'est le dernier qui l'a levé qui est responsable, ou c'est le premier qui l'a levé une fois qu'il a été. Le premier qui l'a levé, il a soit l'obligation de rendre, soit si ce n'est pas possible de le rendre, effectivement, ça sert en cherchant. Mais on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop si ça peut être d'avoir chez Shbo Simon. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a un siman. C'est pour ça que je vous dis que je suis très embêté avec cette clé. Parce qu'elle a un bip. Elle a un porte-clés. Elle est d'une marque bien précise. Donc, ce n'est pas un objet qui est commun. Ce n'est pas un objet commun. C'est un objet qui n'est pas commun. Et ce n'est pas non plus un objet unique. C'est ça le problème. Ce n'est pas un objet commun, ce n'est pas un objet unique. Mais il y a peut-être, en regardant bien, comme je n'ai pas voulu le soulever pour ne pas être khayab. Dans la forme de la clé, D'autres personnes l'ont levé. D'autres personnes l'ont levé. Dans la possibilité d'ouvrir une seule voiture, oui. On regarde une seule Donc, voiture. ça va être du siman. Il y a la clé, elle est dans la clé. Donc, elle est adaptée, comme il dit, à une seule Elle est voiture. toujours là. Non, mais est-ce que d'autres personnes qui l'ont levé Mais ça a été levé, Parce que relevé ça a été pour sortir levé. les livres. Alors voilà, si ça a été levé, soulevé pour sortir les livres, c'est pas évident, mais ça s'appelle lever, se lever. Se lever pour prendre. Pour la déplacer, vous regardez. Ah. Moi, je peux vous dire tout de suite. Donc toi, tu l'as soulevé pour la rendre? Mais non, tu viens de déplacer ta voiture. Non, vous avez compris ce que je veux dire, parce que moi, des fois, je vois les gens faire rapidement se précipiter sur des objets perdus. Je leur dis, ne vous déprécipitez pas. Parce qu'après, une fois que vous le soulevez, il faut savoir si peut-être que vous avez un chiouf de restituer. Donc, ce n'est pas un précipité. D'accord? Alors, il faut faire une publicité et faire savoir qu'il y a un objet perdu. Où ça, la publicité? La publicité, ce n'est pas la peine à faire sur tous les réseaux sociaux, même aux États-Unis et en Chine. Logiquement, qu'est-ce que vous allez dire? Où on fait la publicité? Aux alentours. Aux alentours de l'endroit où il a été perdu. C'est-à-dire donc on peut très bien communiquer en disant cette clé se trouve au Beth Midrash. si vous avez Après, s'il te plaît, après tel délai, elle se trouvera en secrétariat. Alors, c'est vrai qu'il faudrait faire, dans le prochain, écrire que tout objet non réclamé à partir de X temps, automatiquement est considéré, non, pas du tout, est considéré comme hefker. Toute personne pourra le prendre à partir d'une certaine date. Pour éviter que les gens déposent et laissent des choses, qu'est-ce que vous faites? Au lieu que ça devienne la jungle, tu es là en train de énormément d'objets, etc. À partir d'un mois, tu dis voilà, ça disparaît.
je le jette, je le mets à la poubelle. C'est-à-dire que la personne qui perd, il sait qu'il est dans un lieu où s'il ne vient pas le chercher, ça devient efficace. C'est ce qui se passe maintenant à l'aéroport. Les valises qui sont trouvées, au bout d'un certain temps, elles sont éclatées. Détruites. Non, pas détruites. Ils se servent des vêtements qui sont à l'intérieur pour les mettre en les Dans des revendre. magasins. Ouais, ouais. Il y a de tout. Ah non. Des casques, des skis. Il y a une émission. Dans le monde entier, ils font ça. Tous les aéroports, c'est un grand business. C'est le cas des Oui, la poste aussi. partout. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, j'ai vu ça Parce sur qu'en fait, Arte, ils c'est ont extraordinaire. décidé que c'est la loi à partir de C'est certaines. prescrit, voilà. Ouais. Non réclamé dans les délais. Dans quelle époque Rav Telman il gardait tous les stylos? Le Rav Chaim, le Rav Stapler, le père de Rav Chaim Kanievski, il gardait tous les stylos parce qu'en fait, chez le père de Rav Chaim Kanievski, il n'entendait pas bien. Et donc, les gens écrivaient souvent les questions. Donc, il y avait beaucoup de stylos qui pouvaient rester sur place qu'on oubliait. Donc, il avait laissé Hachiavo Eliaou. Donc, un nombre de stylos incroyable. Jusqu'à la venue d'Eliyahu Hanavi qui va traduire, qui va trancher à qui appartient ce stylo. C'était des stylos très, très classiques. Avec, on ne parle pas de Mont Blanc et de machin. C'était vraiment. C'est une khumra ou c'est la halakha? Moi, je pense que c'est une khumra parce qu'en fait, il peut très bien dire lui aussi, à partir de certains trucs, j'en vois tout Ils ont donner. fait Iouch, les gens indiquent. Maintenant, c'est beau de voir comment les Gdolei Israël font extrêmement attention à tout argent, de ne pas avoir de l'argent cachère. Les gens ne savent pas, et c'est la des choses de mon shiur, c'est d'avoir le kiff, d'avoir de l'argent cachère, qui a été gagné honnêtement, sur lequel il n'y a pas de problème de cache-route. On a l'habitude de faire attention à l'aliment qu'on mange, et pas tellement à ce que l'on rentre dans notre porte-monnaie. Bon, le porte-monnaie n'existe plus, parce qu'on rentre dans notre compte en banque. Là, j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait déjà de façon si large, tu peux payer avec ce téléphone. Tu as une carte bleue dans le téléphone, tu payes avec, c'est ça? Oui, c'est ça, NFC. C'est-à-dire, ça fait je ne sais pas combien de temps ça dure, depuis combien de temps, c'est pas très long. Non, ça fait quelques années. Non, c'était 10 ans que ça existe, mais ça s'est largement Répandu il y a depuis 2-3 ans. depuis 2-3 ans. C'est quand même, non? Hein? C'est limité. Quand même, c'est ça. Non, tu peux aller En fait, c'est faire- impressionnant de voir encore une fonction que fait ce petit appareil-là. Encore une fonction Tous de les plus. jeunes, ils payent avec le téléphone. Voilà, c'est ça. j'ai vu. Je peux pas comme ça. Oui, NFC, les c'est comme la parents carte mettent bancaire, mais avec révolu, là. ils ont mis l'expérience de ce qu'était la carte bancaire. C'est ça. C'est incroyable. C'est-à-dire, ça rend cette chose-là très. Cet appareil, encore une fois, plus nécessaire que d'autres. Il y a dedans, à Colbo, il y a de tout dedans. C'est un monde. C'est un monde. Le monde entier dedans. Bien sûr. À tel point que certains ont fait compris que c'est ce qui est écrit dans le verset dans la Gemara. Ashremi Sheva Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux. Celui qui arrive dans le monde de la vérité et son Talmud est dans sa main. Ils se sont dit, mais comment on peut amener un Talmud? On nous enterre. Comment on va porter 20 volumes jusque là-haut? Donc ils ont dit, on va prendre une puce avec laquelle on va être enterré. Comme ça, lorsqu'on arrivera devant le trône céleste, Hachem dira, nous, commençons par Brachot, Shabbat, Rouvin. Qu'est-ce qu'on va sortir? La puce. En disant, voilà, vous avez peut-être un ordinateur là-haut, tac. Et voilà, Talmudo Beyado. Enterré avec dans la main une puce dans laquelle il y a toute la Torah. C'est suivi à la trace. C'est magnifique, non? On a tous compris que Talmudo Beyado, ça veut dire Talmudo qu'il maîtrise son Talmud. L'application LF. Jusqu'à Et voilà, 120 ans. exactement. En tout cas, c'est une vraie réflexion de comprendre pourquoi ça se fait qu'aujourd'hui, l'élément, entre guillemets, des plus importants qui est sur Terre, ce sont des petites puces où il y a dedans une puissance incroyable. Donc l'infiniment petit, il y a dedans un résumé un peu de tout. C'est pour expliquer, juste vous expliquer une notion de Marshava très intéressante, c'est qu'on dit que Bereshit, le premier instant de la création, Hachem, il a créé 2 cellules. Une cellule qu'il appelle Shamaim et une cellule qu'il appelle Aretz. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim et Aretz. Ce n'est pas qu'il a créé le ciel et la terre complètement ouverts et connus comme aujourd'hui. Il a créé la cellule ciel et il a créé la cellule terre.
Et tout cela s'est développé au fur et à mesure, mais tout se trouvait dans la cellule du départ. Alors, lorsqu'on lisait ça il y a quelques centaines d'années, on trouvait ça un peu bizarre, même très bizarre. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il peut y avoir, concentré dans un lieu très, très, très petit, énormément, énormément de choses qui se sont développées par la suite. C'est incroyable. Donc, le Bereshit, le fait qu'au début, il y ait tout, c'est extrêmement palpable, visible aujourd'hui. C'est pour ça que les Aseret Adibrot, ça arrive bientôt Shavuot, Aseret Adibrot, c'est un concentré de tout. Il y a dedans tout. On se demande comment, après, des remazis, machin, mais c'est difficile à comprendre, mais tout est dedans. C'est en fait, la Torah dit qu'il y a une forme de concentration, puis après un développement. C'est comme ça que les choses doivent être appréhendées. Alors, Im lamrot amodaot va pirsum. Écoutez bien, si malgré la publication, avar zman savir est passé un temps qu'il est logique et bien, un temps qui permettrait à la personne de venir le chercher. Ve'adain lo panu abaalim lamotse. Personne n'est venu voir celui qui a trouvé. Mais ikar adin tzricha aveda liot monachat bebait hamotse ad sheyavo Eliyahu hanavi. En vérité, au début, Mikar adin, d'après la loi stricte, donc la loi, il faut que la aveda soit posée dans la maison de celui qui l'a trouvé jusqu'à la venue d'Eliyahu hanavi. Le motsemi ou baléa, il doit révéler à celui qui l'a trouvé qui est le propriétaire. C'est-à-dire, c'est ça, c'est qu'on attend la venue d'Eliyahu qui saura nous dire par Ruach HaKodesh, par Nevoah, par ce que vous voulez, ah, cet objet il appartient à tel. Et entre-temps, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Et entre-temps, Je n'ai pas le droit d'utiliser. ah, Mounar, c'est posé. C'est pas toi, hein, c'est pas ton objet. D'accord? Alors, attention, mais je n'ai pas fini. À la Khalamaaseh aujourd'hui, comme j'ai expliqué, lorsque c'est des objets de grande consommation très facilement atteignables, etc., vous pouvez les vendre ou les utiliser. Tu notes dans un calepin que tu as trouvé cela, comme ça, si le propriétaire vient le réclamer, tu lui dois de lui restituer l'objet. Mais c'est facile de le restituer parce que c'est un objet de consommation courante. Ce n'est pas la peine de garder l'objet lui-même parce qu'on ne peut pas penser a priori qu'il est attaché à cet objet-là. Alors, si vous trouvez la bague de fiançailles, une bague de fiançailles, là, c'est un peu différent. On ne peut pas dire, bon, il va trouver ça ailleurs, même si ce n'est pas une bague qui coûte des millions. Non? Il y a une valeur sentimentale, exactement. Dès qu'il y a une valeur sentimentale, ce n'est pas la même chose. Même chose s'il trouve des dollars d'une certaine façon avec un certain siman, et si personne ne vient les réclamer, qu'est-ce qu'il fait? Il peut les dépenser tout en notant qu'il a gardé, en notant bien les caractéristiques de ces dollars. D'accord? Maintenant, vous trouvez une carte bleue, c'est facile, la carte bleue, il y a le nom du propriétaire. Mais il y a des produits où... Si on trouve une clé, par exemple, qui sert à ouvrir, est-ce qu'on peut aller l'objet qui l'ouvre pour lui dire que cette clé est à moi, par exemple là? S'il te sort une voiture qui s'allume grâce à ta clé, on est bien d'accord que ce n'est pas toutes les voitures qui s'allument avec la clé. Donc c'est un vrai siman. Non, mais par exemple, il y a des clés, par exemple les clés de l'antivol. Le fabricant, il en a fait. Je sais, il y a des codes spéciaux. Oui, donc c'est vrai, des fois, à l'échelle, ils distribuent les clés dans différents magasins et c'est rare. Mais il y a des fois, les clés, elles valent pour 1000 objets différents, mais ils en ont édité pour 10 000. Oui, des fois, c'est rare, mais. Donc dès qu'il y a un siman, il faut le restituer à son propriétaire. Mais si tu n'as pas trouvé le propriétaire, tu le gardes jusqu'à la venue d'Eliyahu. D'accord? Sauf si on a fait un message, au bout de 30 jours, je l'acquiers. Ça ne marche pas, ça. Hein? Il y a un maasé de quelqu'un qui était avec Dolé Israël, je n'ai plus son nom, qui avait emprunté un peigne. Et la personne à qui il a emprunté le peigne est partie. Et c'était à l'époque de la guerre. Il est parti dans une direction inconnue, lui dans une autre direction.
Et 4 ans plus tard, je crois que c'est 5 ans plus tard, il a retrouvé par hasard une personne qui habitait à pas loin de cette personne-là et lui a restitué le peigne, en lui demandant de transférer le peigne à cette. Il l'a gardé sur lui pendant des années pour retrouver le propriétaire du peigne. Tu as le droit de s'en servir? Ah, c'est sûr, qu'il n'en s'en est pas servi. Certain qu'il n'en est pas servi. De toute façon, tu n'as pas le droit. T'as pas le droit. Parce que ce n'est pas un objet qui t'appartient, tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas ton objet. Et c'est quoi comme. C'est du vol, d'usage? C'est quoi le Pourquoi du vol? On a expliqué qu'un objet qui ne t'appartient pas, si tu l'utilises, ça s'appelle du vol. Mais Utiliser pour se peigner, ça ne va pas jouer spécialement de peigne. il faut que tu saches une chose, c'est qu'un objet qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas l'utiliser, à part, on a dit, le talit, parce que le propriétaire, il a envie qu'on fasse des mitzvot avec son argent. Se peigner, je ne sais pas si c'est une mitzvah. D'accord? Alors, un stylo qui traîne sur la table de Midrash. Ça arrive souvent, ça. Non, mais Est-ce que je peux le prendre pour écrire ou... Sûrement pas. Au fin de leur Torah. c'est Ah moi non, du mais la quota. fin ne justifie pas les moyens. Non, mais c'est moi du contrat, l'encre que je vais utiliser. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je. Ah oui, parce que non, mais tu veux que son argent soit utilisé pour faire une mitzvah. Ça, tu as raison, là, il faut rajouter un point. Et il faut que cet objet ne soit pas usé, abîmé par ça. Un encre, tu dépenses de l'argent avec l'encre, tu prends de l'encre. Donc, de ce point de vue-là, tu dois avoir. Mais si je j'use moi d'une quota, c'est pareil, ça change quelque chose. Parce que quand j'écris un papier, je lui use d'une valeur qui est au-dessus du seuil. Il faut être sûr que la personne aurait prêté sûrement cet objet. C'est ça la question. Parce qu'il est sûr de voter, mais même ça s'appelle Shoel Shalomidat. C'est un emprunt sans l'accord de son propriétaire. Par exemple, est-ce que tu as le droit de lire un livre sans demander l'autorisation de son propriétaire? Il n'y a rien écrit dans le livre. Le livre, c'est juste écrit appartient à un tel. Il n'y a pas écrit qu'on a le droit d'utiliser. Tu dis c'est pour préparer un Dvar Torah, je vais utiliser ce livre. Il faut demander à son propriétaire. Il faut demander au propriétaire s'il est d'accord, parce qu'un livre, ça peut s'abîmer lorsqu'on l'utilise, n'importe qui l'utilise. Et peut-être qu'il est macpide, il dit non, je veux que personne n'utilise, parce que mon livre s'abîme. Le talit, il ne s'abîme pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est quoi la limite de ça? C'est intéressant. Est-ce qu'on considère que un objet qui est un livre qui est dans la maison familiale, mais est-ce que il est posé à quelque part? Est-ce qu'on considère que c'est à mon frère, lui veut personne touche ses livres, etc. Eh bien, c'est pas parce que c'est ton frère que c'est tout ce qui appartient à ton frère t'appartient. On est bien d'accord. Ce qui appartient à ton frère appartient à ton frère. Ce qui appartient à ta femme appartient à ta femme. Alors, c'est pas évident. La femme, a priori, tout ce qui lui appartient t'appartient. C'est pas si sûr qu'aujourd'hui elle voit les choses comme ça, mais bon, peut-être qu'en tout cas, sur le principe dans la Torah, tout ce qui appartient à une femme appartient. Je vais vous raconter une histoire très sympathique. Vécu. Vécu, c'est que je suis trouvé en train de faire un mariage dans un appartement à 23 heures entre un monsieur de 71 ans et une dame de 70 ans. Ils vivaient ensemble depuis très longtemps, mais il y avait des problèmes qui faisaient qu'ils étaient mariés à Copernic et ils avaient décidé de passer à un mariage orthodoxe. Alors, lorsqu'on va régler leurs problèmes à l'Afrique, eh bien, il allait au mikvé, etc. Donc, on arrive là-bas avec différents rabbinim pour faire le mariage. Alors, arrive la choupa, on avait prévu une choupa dans la maison, et le mari, il n'a pas pensé acheter une bague. J'imagine bien, c'était un monsieur très loin de la Torah. Il dit alors votre bague? Mais je n'ai pas pensé acheter une bague, il est marié depuis 40 ans. Un cas un peu particulier, hein, c'était très intéressant. J'ai appelé plusieurs poskim parce qu'on cherchait un objet qui n'appartenait pas encore à la femme, parce que logiquement, tout ce qui était dans l'appartement appartenait déjà à madame. Donc il fallait qu'il lui donne, pour que les kiddushin soient valables, quelque chose qui ne lui appartenait pas avant. Donc à un moment, je me suis dit, on va aller chez l'épicerie des Arabes. On va acheter par exemple, je sais pas, une canette ou un fruit, une pomme, comme le fameux fruit interdit. Et on va faire l'inverse de Adam et Chava. Ce sera Adam qui va donner à Chava, le Chava qui donne à Adam.
peut-être c'est un chavé prouta quand même, une pomme. Mais on a trouvé finalement un bracelet, un collier. Après, j'avais un bon problème, c'est que le collier, elle pourrait penser que ça a une valeur élevée. Elle peut se tromper sur la valeur. C'est comme la bague qui doit être très simple. Donc, il a fallu lui expliquer. Est-ce que vous êtes prête à prendre cette bague, enfin, ce collier, mais en ne faisant absolument pas attention à la valeur? Est-ce que peu importe la valeur de cet objet, vous l'acceptez tel quel, etc. Bon, c'était pas évident, hein. J'étais au téléphone avec un peu sec parce que c'était pas évident du tout de. C'est vrai que c'était assez exceptionnel, tu vois. Mais c'est vrai que le bonhomme, il pouvait ne pas penser, il se remarie chez lui avec sa femme. Il se dit, est-ce que je vais acheter une bague? Ça fait bizarre, non? Vous imaginez un monsieur de 75 ans ou 70 ans qui vient acheter une bague pour sa femme. Une bague de fiançailles, je parle. Non, des cadeaux, oui, mais pas une bague de fiançailles. Alors, pour revenir sur le Le livre que j'ai fait, ça livre, m'a permis. C'est pour revenir sur tout ce qui appartenait à la femme, à l'homme. Exactement, c'est ça le problème, c'est parce que tout ce qui était chez elle lui appartenait également à elle, et lui, il fallait qu'il lui donne Chavé Prouta. Et oui, il lui donne, puisque tout ce qui est là lui appartient aussi. Donc, il aurait fallu acheter quelque chose d'autre. Oui, donner un Mais le bijou à bouton de l'homme, manchette, je ne sais pas. donner un bijou qui lui appartient à lui, un chat, donner un un chien, chien, une montre. il y a qu'à voir. Voilà. Donc, quelque chose qui est à lui, vraiment que à lui, et pas à elle, et lui donner à elle. Une montre, il aurait pu le savoir. C'est ce qu'il a fait. Il lui a donné un bijou qui était à lui, mais qu'il n'avait pas encore donné à elle. C'est un bijou de femme, mais semble-t-il, elle ne l'avait pas encore reçu de sa part. Et donc, heureusement, ça nous a sauvés. Sinon, à 23h, acheter. Est-ce qu'il y a à Place Vendôme des bijouteries ouvertes à 23h? C'est Amazon Prime. Moi, j'ai une question par rapport au livre qu'on emprunte. Des fois, il y a on dit ce livre, il est fait à la mémoire d'eux ou des choses comme ça. Est-ce qu'avant de l'utiliser, si on suppose que par exemple dans la synagogue, il a été offert à la mémoire de quelqu'un, il faut appliquer la consigne qui est là avant de l'utiliser? Alors, à la mémoire, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de le dire, c'est le fait que ça soit dans la synagogue que tu l'utilises, c'est de fait à la mémoire. Donc, il n'y a aucune problématique. Parce que je vois des fois certaines personnes, ils disaient, ah, ce livre, il appartient à un tel, il était des mémoires, il a acheté ça, et après, ils l'utilisent pour faire. Ben, ce sont des grands tzadikim. Je ne savais pas qu'il y avait des si grands tzadikim à Aleph, etc. Juste le fait de l'avoir offert à la mémoire, ça suffit. D'accord? Évidemment, vous savez très bien que le lieu où on retrouve énormément d'objets, c'est les mikvaot aussi. Au mikvé, alors c'est vrai qu'ici, on n'est pas tellement habitué à aller au mikvé homme, mais chez les femmes, c'est très fréquent, elles oublient régulièrement des choses. Ou bien dans les mikvaot pour hommes, ils oublient régulièrement des choses. Donc régulièrement, il y a énormément de choses qui sont oubliées là-bas. Un shampoing, on peut l'utiliser ou pas? Il y a les shampoings qui sont effectivement laissés. Je pense que là-dessus, les poskim diraient qu'il y a un problème, qu'il y a une notion de FKR. Ça me donne un faible valeur. Non, c'est tout de suite oublié la personne. Bon, bah. Ce n'est pas un objet qui est vraiment attachant. On ne s'attache pas, je pense, à un shampoing. Un parfum, oui, je peux comprendre un parfum. Ce que je vous ai dit, c'est des objets qui sont facilement achetables un peu partout, qui sont accessibles, etc. La personne n'y est pas attachée. Le cas peut se poser pour des migvés de Kélim quand on appelle vaisselle, par exemple. Ah ouais, un mikvé kelim, alors là, c'est un truc. Les fourchettes au fond, là-bas. On a fortune. Ah ouais. Non, Il y a deux corps pour faire une fortune là-bas. Tu pêches tout ce qui est au fond du mikvé et tu te deviens vraiment chacham. Bon. Alors, qu'est-ce que tu penses sur ce qui est au fond du mikvé? C'est fier. C'est fier. Tu fais pas youch, toi? Ah non. Je me dis que quand ils vont le vider, ils vont le poser à côté. La prochaine fois que je passerai, je peux trouver. Ils vont y vite jamais. Carrément, lui. Bah, pourquoi pas? C'est super, hein, il y a épuisé, si vous voulez vraiment, il y en a temps avec épuisé. Après, au prix de la fourchette, la Il n'y avait pas le cas de quelque chose oublié sur la plage, il s'en va dans la mer, et à partir de là, il revient, on peut le récupérer comme on veut avec un bateau. Donc là, dans ce cas-là, on Alors, il y a ce qu'on appelle le principe, tu connais le principe d'Avouda Mimeno Mikol Adam, est-ce que ça veut dire? C'est dans la mer, ça. Zuto Sheliam et Shtulito Shelnar. tu as un fleuve qui déborde. Alors, de quoi s'agit-il? Prenons un exemple aussi concret. Si par exemple tu as quelqu'un qui a jeté un vase à travers, depuis le 5e étage, un vase en cristal.
On est stressé. Et sur la route, sur le chemin où il va tomber, tu as un monsieur qui le rattrape avec un filet. Il va se casser, assurément. Alors, la personne en haut qui l'a jeté se voit exactement ce qui se passe. Donc, elle dit, rends-le-moi. Alors, Non, parce qu'en le temps, il savait très bien qu'il allait se passer. Raoul, il a été Raoul. Lui, il avait l'intention de le casser. Non, il était sur le rebord, il est tombé. Ah, il a cassé. Quelqu'un, il est 2 étages en dessous, il le récupère. Il l'a jeté. Et la personne qui se trouvait sur la route, le trajectoire, il l'a attrapé d'une façon totalement incroyable. Alors, rappelle-toi un principe qui s'appelle Avuda Mimeno Mikol Adam, quelque chose qui est perdu pour tout homme. C'est un élément qui sort de la propriété de son propriétaire. Même s'il y a ton nom, s'il y a écrit ton numéro de téléphone, il y a même ta photo si tu veux, mais cet objet n'est plus à toi. Vous entendez ça? Alors écoutez, c'est un peu l'explication que j'ai donnée ce Shabbat matin. J'ai rappelé que un truc sympathique qui est lié à Shavuot, il dit que lorsque la Gemara dans Psachim d'Afsamachet, elle dit que tout le monde est d'accord, absolument tout le monde, tous les Tanaïm sont d'accord, qu'à Shavuot, il faut absolument qu'on mange, qu'on festoie, qu'il y ait aussi une partie pour le corps. Alors qu'à Pessah, il y a des avis qui disent on peut faire Kulo Lachem, Sukkot Kulo Lachem, mais à Shavuot, c'est sûr qu'il faut un petit peu inviter le corps, au moins l'inviter un petit peu. Et pourquoi à Shavuot plus qu'à notre fête? La réponse, Rabotai, c'est parce qu'à Shavuot, on rééquilibre quelque chose qui s'est passé dans le ventre de Rivka. Yaakov et Esav se disputent. Un, il dit « je veux ce monde », l'autre dit « je veux ce monde ». Et finalement, comment ils arrivent à s'arranger? Yaakov, il prend Olam là-bas, et Esav, il prend Olam Azé. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, il prend Olam là-bas? Il faut bien vivre dans ce monde. De quoi il voudrait vivre alors, Yaakov? Comment vous avez compris? Il dit « je prends Olam là-bas », mais il faut d'abord vivre dans Olam Azé. Voilà, le strict minimum, du pain, de l'eau, etc. Non, bon, Hachem, Yaakov, il a plus que le strict minimum. Hein. Bien que sur cette table, il y a 100 pellegrino. Est-ce que c'est le strict minimum, 100 pellegrino? Les tomates. On peut vivre sans tomates. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a chez Yaakov, alors, à quel moment Yaakov, il s'est permis d'avoir plus que le strict minimum? Eh bien, il s'est permis cela. Pardon? Non. Quand il a vu que son frère ne compenserait pas, lui devait étudier. Donc son frère devait. Oui, mais à quel moment ça s'est passé? C'est passé au moment de Matan Torah. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'Hachem, il a dit comme ça. Si les Juifs ils reçoivent la Torah, c'est bien. Sinon, je vais refaire ramener le monde à Toivohu. Si je reçois la Torah, tout va bien. Mais si je ne reçois pas la Torah, je détruis le monde. Or, le 6 Sivan, les Juifs, ils ont reçu la Torah et ils ont donc sauvé le monde. Donc, le monde a un statut d'un objet qui va se perdre, comme le vase qu'on jette du 5e étage ou le transat qui est amené par la marée haute. Il y a ton nom dessus, mais c'est perdu pour tout le monde. Les Juifs disent, écoutez, ils savent, c'est vrai qu'on t'a donné le Olam Haba et nous, toi, tu as pris le Olam Hazé. Mais le problème, c'est qu'on a récupéré le Olam Hazé. Pourquoi on l'a récupéré? Parce qu'il était destiné à la perdition si on n'avait pas reçu la Torah. Et grâce à notre acceptation de la Torah, on a sauvé le monde. Et donc, on devient propriétaire de ce monde. Et donc, on devient propriétaire. Olam Hazé, Olam Haba. Yaakov, finalement, il se met Olam Hazé grâce à Matan Torah. C'est pour ça que le jour de Matan Torah, il faut absolument faire participer le corps. C'est-à-dire bien rappeler que le Olam Hazé, on l'a reçu grâce à Matan Torah. C'est bon, cette explication. Ce n'est pas de moi, c'est du Bnei Issachar. Mais Yaakov, il avait déjà des richesses avant le monde d'avant. Une grande richesse. On justifie comment alors?
très bonne question qui se pose de ce que Esav rencontre Yaakov et dit mais c'est quoi tout ce truc-là? C'est quoi toute cette richesse? C'est quelle la réponse? C'est à toi. Hein? C'est la Touma de Laval. Attends. Et ça, il pose une bonne question. Il dit comment ça se fait, Yaakov? Je vois toute cette richesse. Explique-moi. Tu dois avoir Olam Haba et pas trop Olam Hazé. Oui, c'est Hachem a donné, d'accord, mais tu prends pas, tu dis, c'est pas, c'est un contrat qui est fait entre Esav. Vous savez ce qu'il fait Yaakov? Il lui donne tout l'argent qu'il a gagné, il lui a tout donné, vous savez ça? Il a fait des tas de pièces de tout ce qu'il a gagné chez Lavan, il lui a donné à Esav. Il dit, je ne reprends rien de, effectivement, tu as raison, je ne prends rien. Même si Hachem m'a donné, je ne veux pas prendre. Je crois qu'il a été déjà dépouillé une première fois dans son fils Eliphaz. Exactement. Quand il est parti chez Laval, quand il a fui, il était Mais non, mort. la raison pour laquelle Yaakov il a fait ça, c'est parce qu'il a reçu les brachot de Son père Yitzhak. son père Yitzhak, que lui-même a pris à Esav. Alors Esav n'est pas très content qu'il lui ait pris les brachot. Et il avait donné. Mais dans les brachot, il est bien écrit ce monde-ci, non? Très bien. Le problème, c'est que nous, les Juifs, on prend notre part dans ce monde, même si on n'est pas trop shomer mitzvot comme il faudrait. Et là, ça ne va pas, parce qu'en fait, toute la condition que ça soit la bracha pour Yaakov, c'est que Yaakov, il respecte toutes les mitzvot parfaitement. Et nous, on prend de l'argent, même si on n'est pas à 100% cachère au niveau des mitzvot. Et ça, bon, on le prête, parce qu'à Matan Torah, on a sauvé le monde de la perdition, comme quelqu'un qui sauverait un objet qui va être disparaître. Vous avez compris le principe ou pas? Donc, vous devez dire à votre femme, en mon nom, que ce Shavuot, il faut qu'elle fasse un repas magnifique, plus encore que Pessah, et plus encore que Sukkot, que Rosh Hashanah et que Kippour. D'accord? Un repas number one pour fêter Matan Torah. Pour nous, mesdames. Ou bien parce qu'il y a une autre raison qui est dans le Rashi, pour montrer vraiment qu'on est content de recevoir la Torah. Parce que normalement, on ne devrait pas être très content de recevoir la Torah. En se prenant 613 mitzvot sur le dos, on est bon. Matan Torah, c'est plutôt des galères qu'un bon moment. Pardon? Cette année, après un Shabbat, faire un très bon repas à Motzei Shabbat, ça va être dur. Ah ouais. Il faut manger tôt la Souda Shishit. Baruch Hashem, les Juifs, ils ont un estomac assez particulier et des intestins qui leur permettent de manger 3 jours d'affilée, matin, midi et soir, toujours des repas. Plus la veillée. Plus habillés, ils mangent, ils boivent, ils ne dorment pas, et machin, c'est Eshama Yetera. Et même lorsqu'ils ne sont pas vraiment obligés de manger, c'est-à-dire à la Mimouna, lorsqu'ils vont manger depuis 7 jours, là, tout d'un coup arrive le Chametz à 1h du matin, souvent minuit, et de nouveau, ils se jettent dessus comme si. Et des fois, je me mets à la place des serveurs qui se disent mais c'est quoi ces gens-là? Ils ne font que bouffer depuis 8 jours, et fin de leur fête, au lieu de se dire bon, allez, on va faire un petit peu le régime, ils se prennent des pâtes, des moufletas et des machins à 1h du matin. Et ils disent c'est toujours le Shem toujours la mitzvah. Ça, c'est pour manger le Chametz, c'est une mitzvah et tout. C'est vrai que de l'extérieur, c'est vu un peu comme un truc. Et ceux qui veulent faire du régime, c'est un grand, grand problème. Bon, bref, je vais faire la parenthèse. En tout cas, tout ça pour vous dire que Baruch Hashem, vous allez trouver les ressources, les kochot pour faire la mitzvah de Simchat Achag comme il faut. Bien. Et sachez que de toute manière, on peut faire un repas chalavi, de toute manière, ça aussi, ça va. On fait le repas chalavi, quoi. En tout cas, le Stapler, enfin, le Rav Eliashiv et le Rav Chaim Kanievski prenaient un repas. Un prenait le soir, l'autre prenait le à midi, l'autre l'inverse. Un repas chalavi, un repas vassari. S'il faisait ça, je pense que tu peux le faire aussi. Pas faire pour chalavi. Pour chalavi, non. Là, tu exagères. Là, tu es allé trop. Rappelle-toi un peu tes origines séfarades, on mangeait que des grillades, etc. Il ne faut pas trop d'iridat à Dorot, c'est pas bon. Bien. Alors, donc je répète,
il faut que les menalei hamakom litlot modaot bimkom bolet chol bayamakom shikru et chavtseim betoch zman savir. Exiger de tous ceux qui viennent dans un endroit, dans un mossad ou dans un mikvé ou machin, qu'ils récupèrent leurs affaires dans un temps limité. Et après ce moment-là, c'est hefker. Ça s'appelle tnaï. Un tnaï, c'est-à-dire poser une condition. C'est intéressant qu'on puisse poser une condition sur une din Torah, quoi. C'est pas évident ça. Un din Torah, on pose une condition. Maintenant, question très intéressante aussi. Il y a quelqu'un qui a posé un objet qui n'a pas de siman. Par exemple, une serviette. Par exemple, un parapluie. Et il a posé dans un endroit bien précis. Et il l'a oublié. Puis après, il revient le prendre. Et il retrouve un objet qui ressemble beaucoup à son parapluie. Mais il n'est pas sûr que c'est vraiment son parapluie. Il se demande si ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Il y a des trucs, souvent avec les lavis et des choses comme ça. Est-ce qu'on a le droit, dans le doute, de prendre l'objet? Peut-être ce n'est pas le tien, peut-être c'est un autre objet qui ressemble à ton. Des fois, il y a des manteaux Michelot médium, il y en a 5 sur On a 5 sur le truc, voilà. Parfois, c'est à l'odeur. Des fois, c'est ce qu'il y a dans les poches. Des fois, tu trouves dans les poches un chèque d'1 million de dollars. Et donc, tu trouves ça. Shabbat, il n'y a rien. Shabbat, il n'y a rien dedans. Non. Alors, qu'est-ce que vous dites? L'endroit, c'est un siman déjà. Non, c'est pas le même. Il y a deux fois le même. Lequel tu prends? Non, mais c'est sur l'objet. Non, l'objet, il n'y a pas de siman. C'est que n'importe qui peut le prendre. Tu as compris le problème, c'est que toi, tu sais que ce n'est pas exactement le tien. Moi, je sais que c'est un peu C'est forcément la personne qui lui a appris. Mais tu as un petit doute, peut-être c'est le mien, mais tu as une forte chance que ce n'est pas le tien. Et je sais que je l'avais laissé là-bas. Donc, il y a eu un échange d'objets, tu as compris? Mais tu ne sais pas. Peut-être c'est vraiment le tien, peut-être c'est pas vraiment le tien. Alors, dans un cas pareil, je sais que c'est un échange d'objets, c'est les mêmes. Est-ce que je peux prendre sans publier en disant quelqu'un a échangé mon parapluie, il a pris le mien, alors que. C'est que le parapluie, il a changé aujourd'hui de statut. Il y a une période où le parapluie, ça avait une valeur, et c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, un parapluie, il n'y a rien de plus commun. Et je ne crois pas qu'il y ait une personne ici qui viendrait se prendre la tête à appeler quelqu'un en disant « Moi, tu n'as pas pris mon parapluie ». Je crois que personne ne trouvait ça. Quand il pleut, tout le monde se fait C'est mon parapluie, c'est pas le mien. C'est mon parapluie. C'est-à-dire que toute sa valeur, c'est simplement le fait qu'il soit, comme tu dis, Une valeur variable. voilà, en fonction du temps, et qu'il soit à portée de main au bon moment. Mais en vérité, il n'a pas de valeur intrinsèque. Est-ce que tu t'attaches à un parapluie, quoi? Bah oui, ça dépend, il y a des parapluies qui s'attachent à un Oui, à part les parapluies, oui, dedans, il y a des microfilms dans lesquels il y a les secrets de la bombe atomique. Ça, c'est dans les services d'espionnage. Payer 200 € par parapluie. Moi, je ne connais plus aujourd'hui de parapluie de marque. Je n'en vois pas, quoi. Ça me paraît bizarre d'acheter un parapluie de marque. On est dans une génération de jetables, de recyclables et de consommation. Et j'ai remarqué que très souvent, cette façon de voir les choses, elle existe également dans la Torah et dans les relations avec les femmes. Si cette femme, elle ne me sert pas vraiment, je jette. Et je prends une autre femme. C'est un peu réducteur quand même. Pardon? C'est un peu réducteur quand même. Non, ce n'est pas tellement réducteur parce qu'en fait, au début, il y a l'amour qui est simplement du désir, d'accord? Donc, tu as sorti, tu as assouvi ton désir. Et cette femme, elle est plus aussi attirante que la deuxième qui te présente à toi. Donc, tu dis, pourquoi est-ce que vous voulez que je prenne la tête? Je ne l'aime plus trop, je la connais. Et je prends après une autre. Non, ce n'est pas la logique que tu veux autour de toi? En tout cas, c'est pas la logique que les rabbinim. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était comme ça. Que je suis pas en train de donner un chiot sur le mariage en disant. C'est sûr que je suis pas en train de dire que c'est ça le mariage. Hein. Voilà, je dis juste que dans la tête des gens, moi j'ai une fois
un khatan qui m'a dit, est-ce qu'on a le droit de faire des expériences extra-conjugales? Est-ce qu'on peut de temps en temps voir ailleurs? Est-ce que la Torah autorise ça? De façon très sérieuse, il était très sérieux. C'est des gens qui ne sont pas très religieux. Ils ont dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas... C'est-à-dire que dans sa tête, déjà, avant de se marier, il se dit, je vais vouloir faire des expériences hors mariage. Pourquoi? Parce que tu es dans un esprit de consommation. Donc, ce produit-là, pour l'instant, il est attirant, sympathique. Puis après, il est un peu vieillot, donc tu prends... C'est un peu ça l'idée. L'obsolescence programmée. Non, on est dans une génération comme ça, plus qu'avant. Tu vois. Les cycles de consommation sont de plus en plus courts. Voilà. Bon, il m'a dit, je changeais ma cuisine. Je lui ai dit, mais la cuisine que tu avais avant, elle était vraiment superbe. C'est pas qu'elle était vieillotte, etc. Et non, de temps en temps, ma femme, elle veut changer le cadre, machin. Donc, tu vas faire des travaux incroyables qui vont coûter très cher. Pendant un long moment, ils sont très gênés dans l'appartement. Tout ça parce qu'il faut changer la cuisine. Et pourquoi la cuisine changer? J'aime C'est intéressant de voir ce changement de génération, tu vois. C'est une génération qui a tendance à rapidement se débarrasser. Autre exemple, tu as aussi un autre exemple, tu prends un rave en fonction de ce qui te dérange. Il te dérange, tu prends un autre rave. Je parle maintenant souvent sur Internet, tu vois. Un rave qui te convient parce qu'il te donne des coulottes et des permissions, tu le suis. Si il est trop antipathique, dans le sens qu'il te rend trop de l'assaut, tu choisis un autre rave permissif. Pardon? À la carte. Ça va à la carte. Et pourquoi? Parce que toi, tu veux en fait que les choses s'adaptent à toi. Ce n'est pas toi qui veux t'adapter aux choses. Si tu veux que la chose s'adapte à toi. On est d'accord qu'on est dans une génération qui est très proche de ça. Je vous dis ça pour insister là-dessus. Et que vous compreniez bien le danger. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous nous influence. Même si au départ, on ne veut pas, on n'est pas du tout d'accord psychologiquement et philosophiquement parlant avec ces choses-là, mais le fait de parler à des gens et de voir des gens parler comme ça, où tu vois sans arrêt des divorcés, des gens qui sont avec des enfants recomposés, décomposés, recomposés, tu ne sais jamais plus si l'enfant c'est le fils de la femme, du mari, les deux ensemble, de ce qu'il y avait avant, etc. Ça devient... des grands appartements. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Oui. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, par exemple, avec le travail sur les midotes. Personne ne fait un travail sur les midotes parce que ça demande un certain temps. Les gens ils voudraient une situation malfaisante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché des ségoulottes, il n'a jamais aussi en marché qu'aujourd'hui. Le marché des ségoulottes, ça veut dire c'est tout le temps, je vois des ségoulottes qui me sortent les gens. Je dis, mais j'ai jamais entendu parler de cette ségoula. Ah non, si vous le faites, telle heure, tel machin, telle date, à tel moment, et si on va prier à tel endroit, tel machin, et c'est des ségoulottes à tout va et tout champ. Je me dis, mais pourquoi c'est tellement développé dans des choses que je n'ai jamais entendues? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la facilité, parce que c'est un changement rapide qui ne demande pas trop d'efforts et qui est magique. On ne répare plus aussi des choses. On ne répare pas. C'est cassé. C'est cassé, on le jette. Mais ça va changer. Ça. Maintenant, Aujourd'hui, avec tu le vas développement durable, tu vas avoir le temps que ça va me mettre. non, tu vas voir, ça va être de plus en plus vite. Là, aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de casser le modèle. D'accord, le modèle de l'État. Ça va changer dans les 5 prochaines années. Des jouets. Il n'y a pas d'attache, de jouets, rien. Oui, mais ça va changer. Ça va changer. Moi, je te dis, c'est fini. Tu vas chez Action, tu achètes pour 20 €, tu achètes 3 gros sacs de choses, ils jouent, ils jettent. Et ils ne jouent pas longtemps avec. Hein. La plupart des choses, ils jouent avec. Par contre, il y a une chose auquel ils ne lâchent pas, tu as vu sur le doudou, qui est une horrible machin, qui traîne partout, qui vaut 2 balles, et ça, ils ne le lâchent pas. Donc toi, tu achètes c'est un objet, un truc électronique, dernière génération, machin, super complexe. Il joue, il regarde ça un petit peu, ça s'abîme très vite, et il continue avec son doudou à jouer avec son... C'est pas possible. En tout cas, moi, je vous invite juste à voir une chose, je voudrais que vous voyez une chose. J'ai fait une visite à Djerba et j'ai vu des enfants jouer dans la rue au billes. J'ai eu un kiff de voir ça. Je me suis rappelé, il y a 30, 40 ans, dans les cours d'école, on joue au billes. Tu les vois jouer comme à l'époque, il y a 40, 50 ans, avec leurs billes.
Je trouvais c'est tellement beau de voir des enfants jouer. C'est bizarre, C'est hein? hobby maintenant. Ça existe même plus. Non, si c'est que en ballon, vous faites un C'est ballon. interdit C'est à parce l'air. qu'ils savent qu'il y a d'autres choses. Voilà. Je peux oublier dans les grandes écoles. On avait 3-4 filles. Il y a un sac énorme de billes avant. Les cadeaux. Non, mais non, nous on joue aux osselets, aux osselets. Les osselets. Les chaussettes. Les chaussettes. On n'avait rien. Malheureux, quoi. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas malheureux du tout. Ouais, ils sont pas mal. Ils n'ont jamais quitté. Allez, monsieur, on avance. On est basé sur un autre sujet, excusez-moi, c'est moi qui vous ai un petit peu entouré, mais sachez qu'il y a une halakha qui est très connue, qui est celle de ce qu'on appelle Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, il est Ne'eman, il est cru, s'il dit « je reconnais l'objet », Alpi Tviut Ayin. C'est quoi Tviut Ayin? Ça veut dire « je vois cet objet, je sais que c'est le mien ». Donnez-nous un siman pour prouver. Je n'ai pas de siman, mais croyez-moi, je vous dis, c'est mon objet, je le reconnais. Il le ressent. Voilà. Alors, normalement, c'est un Talmid Chacham qui doit pouvoir et qui est cru là-dessus. Parce qu'après, c'est très dangereux parce que n'importe qui peut venir en disant « ah, mais je le reconnais, cet objet, c'est à moi. » C'est gentil, mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est seulement un Talmid Chacham. Et donc, c'est pour ça qu'un Talmid Chacham, il dit que c'est encore applicable aujourd'hui. Il y a beau le fanav Talmid Chacham, chez Nizhar me'od le kayem et diburo. Attention des conditions pour le Talmid Chacham, qui est fait très attention d'accomplir sa parole, c'est-à-dire de réaliser ce qu'il dit. Et au Nizar milakachat mamon sheno shelo, fait très attention à ne pas prendre l'argent qui n'est pas à lui. Donc, si le Talmid Chacham dit « je reconnais cet objet, c'est bien à moi », on peut lui faire confiance parce que c'est un homme extrêmement vigilant sur le bien d'autrui. Nous avons vu tous les données d'Israël être particulièrement vigilants sur le bien d'autrui et de faire attention à chaque virgule. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous rappeler un petit peu le principe. Je sais qu'on était à l'Yeshiva de Ponevezh à l'époque du Rav Shach et on sait qu'il est parti un jour voir le Rav Eliashib pour lui poser une sheila de halakha en disant « je profite d'un appartement qui m'a été mis en disposition par la Yeshiva, j'ai un salaire, or je suis fatigué, je n'ai plus la force de donner les shurim comme avant, est-ce que j'ai le droit de profiter de mon appartement et de recevoir un salaire alors que je ne suis plus vraiment en activité comme avant? Alors la réponse du Rav était le suivant, vous pouvez rester là parce que vous avez votre présence est une raison pour la yeshiva, c'est de ce prestige, ça donne du prestige à la yeshiva. Le fait que vous êtes appelé Rosh Yeshiva de cette yeshiva, ça donne du prestige, donc la yeshiva en tire un profit et qui mérite un salaire, et donc c'est pour ça que vous pouvez rester dans votre maison, etc. Et puis votre présence aussi influence les élèves, même si vous n'avez pas les mêmes nombre de cours, etc. Donc à mon époque, par exemple, ils donnaient cours 1 heure par semaine. Et même pas dans 7 heures, il y avait beaucoup de coupures. Donc je pense qu'il parlait en vérité que 30 minutes. Donc 30 minutes par semaine, c'est pas mal comme métier. Sauf que tout ce qu'il faisait à part ça autour, ça a influencé les élèves quand même. Donc pour vous dire qu'il faisait attention, et c'est intéressant que dans une yeshiva, on entende parler du Rosh Yeshiva qui se pose ce genre de questions. C'est important d'entendre ça, ça permet, etc. Et j'ai une question aussi que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée. Est-ce que un soldat de Tzahal qui se trouve dans une maison au Liban et il demande est-ce qu'il a le droit de recharger son téléphone dans la maison d'un Arabe qui habite au Liban et qui est chassé parce que l'armée israélienne est rentrée dans le Liban. Est-ce qu'il peut charger son portable? Ce n'est pas son électricité, il ne paye pas l'électricité. Je dis que cette question-là, il faudrait qu'on la montre dans le monde entier. Comment une armée, elle a un tel niveau moral, on compare ça avec les Russes qui tuent pour rien du tout, et l'inverse, se dire est-ce que je dois profiter de l'électricité? Non, mais de se poser la question, ça montre un haut niveau moral. Et c'est un grand moussard pour que devraient voir les Umot HaOlam au lieu de critiquer n'importe comment. Et la réponse, c'était quoi? La réponse, je ne l'ai pas. Parce qu'en fait, l'intérêt n'est pas la réponse, l'intérêt est la question. Le réflexe. Alors, si tu veux savoir que dans le cas où tu pars à la guerre contre l'Ukraine, est-ce que tu as le droit de… Si Macron t'envoie comme officier, tu es encore dans l'armée Non, d'accord.
Si tu as une vraie question, si la question se pose, tu m'appelleras de là-bas. Tu verras. Typiquement, est-ce que c'est dans le Beth Midrash? Non, c'est pas question. En temps de guerre, c'est spécial dans de guerre. Est-ce que par exemple, dans le Beth Midrash, on aurait le droit d'utiliser l'électricité pour charger son téléphone ou charger autre chose? Le Beth Midrash a mis en place un endroit pour pouvoir recharger tes téléphones et surtout te débarrasser de tes téléphones pendant la tefila. Non, mais est-ce que typiquement, au-delà de ça, est-ce que je pourrais charger autre chose, n'importe quoi, j'aurais le droit d'utiliser l'électricité ici? On considère que ça fait partie, comme l'eau que j'utilise. Et ça fait partie du don annuel que tu donnes. Non, au-delà de ça, est-ce que ça ne sert pas pour l'aspirateur? Dans quelqu'un qui fait aucun don, zéro don, et il vient, il profite. Voilà. On ne peut rien lui reprocher parce qu'en fait, c'est un endroit qui a été donné au Tzibour. Il appartient à personne, donc on ne peut pas lui dire « Ah, tu as profité, paye ». S'il n'a pas envie de payer, il ne paye pas. Et il ne fait pas de don, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas le droit de lui exiger un don. Un don, par définition, c'est quelque chose que l'on fait parce qu'on a envie de le faire. C'est pour cela, et à cause de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour la clim qui est très chère et qui est très souvent nécessaire en Israël, tu mets de l'argent pour que ça commence à fonctionner. Et c'est très intelligent parce que c'est vraiment pas de raison de l'allumer gratuitement pour tout le monde. C'est un Shtibler qui paye le Shtibler. Donc ça, c'est intelligent. Donc ici aussi, on pourrait le mettre. Si on pourrait faire ça, mais je veux dire, on n'a pas prévu a priori de le faire. Quand même des tzedakot là-haut. Il y a une autre question qui se pose, donc effectivement, c'est les utilisations d'objets d'autrui, de propriétés d'autrui. Mais nous, ce que nous sommes en train de parler, c'est des avédotes, des objets perdus. Je vous dis juste de faire très attention, parce que des fois, vous utilisez un de ces fers qui appartient à quelqu'un, qui en a besoin au moment où vous l'utilisez. Et donc, c'est une grande avéra parce que vous lui faites faire bitul Torah et vous utilisez quelque chose que vous devriez restituer à son propriétaire parce qu'il a perdu, il ne le trouve pas. Et vous l'utilisez sans avoir regardé ce qu'il y a au début. Vous avez compris? Vous n'avez pas le droit d'ouvrir un livre, de prendre un livre sans regarder à qui il appartient, qui pourrait, ce monsieur, être là, chercher son... Je dis ça parce que ça m'est arrivé de chercher un livre très longtemps et en fait, il y avait quelqu'un qui l'utilisait. Et ça m'est arrivé dans une réunion de grands rabbinim. Et je lui dis, bonhomme, Bémet, je lui dis, il a une grande barbe, un grand chapeau. Je lui dis, mais Bémet, il sort quoi, c'est pas stable. Je lui dis, moi, j'avais besoin, je cherchais ce sefer. Il m'a dit, mais tu n'as pas mis ton nom. Tu n'as pas mis ton nom, tu n'as pas dit interdit de. Donc, lui, il a utilisé. Mais moi, j'avais besoin de ce livre. C'est un paracha avec le Rashi, mais un Rashi commenté d'une façon particulière. Donc, je le cherchais et lui, l'utilisait. Mais tu m'as dit, c'est mon sefer. De quel droit tu l'utilises? C'est pendant le moment où j'en ai besoin. Mais Raph, s'il n'y a aucun siman sur le truc, il va croire que c'est un livre qui appartient. Alors, je te réponds, c'est le seul. On était dans un hôtel au bout du monde, en Lituanie. Il n'y a pas de Sifria. Et c'était le seul livre qu'il y avait comme ça. Donc, a priori, tu te dis, a priori, ça a été. Par exemple, au Beth Midrash, on sait qu'il y a un chasse par étage. Et si je retrouve des volumes qui sont. Je dois perdre du temps et en chercher, est-ce que c'est un problème? Alors, ça, c'est un autre problème, c'est qu'a priori, il faut rendre l'objet, remettre le sefer à sa place après l'usage. Pourquoi? Parce que si tu ne le refais pas, le bonhomme qui vient après, qui le cherche à cause de toi, qui perd du temps, a priori, c'est sur son dos à lui. Donc, c'est une vraie responsabilité. Donc, effectivement, je vous invite à restituer l'objet. Ça ne s'appelle pas vraiment un Shabbat Aveda, mais c'est éviter de créer chez l'autre perte de temps. Et l'objet qui appartient à un enfant, est-ce qu'on peut lui demander, et ça suffit qu'il nous dise oui, ou il faudrait demander à son père Si la chose appartient vraiment à l'enfant, c'est-à-dire que le père ne lui a donné, etc., il faut savoir que l'enfant, il a ce qu'on appelle les yad, les kinyan, c'est-à-dire il a suffisamment de force pour acquérir. Il a un problème, l'enfant, c'est qu'il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner, mais il peut acquérir. On voit ça avec le loulav, tu sais, quand on ne lui donne pas à l'enfant. Donc, lorsque tu as un objet qui a été donné, lorsque tu as un cadeau à ton enfant, tu n'as pas le droit de l'utiliser sans lui demander la permission. Et d'ailleurs, l'enfant te répète souvent, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Donc, il est vraiment conscient que c'est à lui et il veut marquer que c'est à lui et il ne veut surtout pas que son petit frère le prenne sans permission, etc. Et sans arrêt, les enfants, ils se battent là-dessus.
c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et on se demande pourquoi après les grands, ils sont à peu près les mêmes, sauf qu'ils aient dit ça d'une façon toujours le Shem Shamaï. Non, et je demandais ça parce que ceci, cela, non. C'est en vérité, c'est le même bébé qui est là en train de dire c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Voilà, rappelez-vous de ça. Ça fait des fois, nous les rabbinim, on voit des choses parce que voilà, il y a des choses qui se dévoilent devant nous que vous ne voyez pas, mais des fois c'est un peu déprimant de voir des enfants qui ont grandi mais qui sont restés des enfants. Mais bon, on est tous comme ça, hein, c'est juste c'est plus facile de voir chez les autres que chez soi-même. C'est tout. Enfin. Maintenant, Rabotai, il y a ce qu'on appelle Chatzero shel Adam konelo shelo midato. Ça veut dire que si j'ai quelque chose qui est tombé dans mon domaine, même si je ne suis pas à côté, je l'acquiers, cette chose-là. Sans avoir eu l'intention, ce qu'on appelle Chatzero shel Adam konelo shelo midato. Un fruit qui tombe d'un arbre. Exactement, quelque chose qui tombe dans un arbre chez toi, tu l'acquiers, c'est à toi. Dans ta cour. Dans ton domaine. Ouais, bah, Vous savez pourquoi? Parce que le Chatzer s'appelle mon Reshut. Chatzero shel Adam konelo shelo midato. Donc, s'il n'y a pas de siman, évidemment, c'est à vous. S'il y a un siman et qu'il faut le restituer à son propriétaire, vous ne pouvez pas dire que vous l'avez acquis. D'accord? Il y a même une histoire, il n'y a pas longtemps, je m'avais vu l'histoire, c'est un avion qui a perdu une valise, parce qu'il y a un problème terrible, et qui est tombé dans la cour d'une personne. Est-ce que c'est à lui la valise? Normalement, Réfléchissez d'après ce que j'ai dit. il y a un siman. Il y a un siman dans la valise. Un siman de folie dans la valise, il y a des dessus, des noms, etc. oui, mais est-ce que la Il y a personne qui un avait siman dans la perdu, valise. Il y a un nom. sur la Il a vu en plein vol à 10 km. il ne peut jamais le retrouver dans quel cours. aussi. Dans quel cours il va le retrouver, ça peut partir sur cette année sur 100 km. Non, mais là, c'est sûr qu'il y a une douche. C'est comme si. Non, mais je vous dis plus que ça. C'est un Veda, mais non, mais Koladam. C'est qu'à un moment, c'est perdu pour tout le monde. Imagine, c'est un vol Paris-Tel Aviv que la valise tombe en Grèce. Ouais. Ou en mer, carrément. Non, mais en mer, c'est réglé déjà. Non, ça ne veut pas régler. C'est parce que toi, en fait, tu es dans ton yacht avec tes 20 personnes d'équipage, tu es en train de te baigner et tout d'un coup, la valise, elle te tombe juste à côté de toi. Tu tends la main. Ou dans le bateau. Tu tends la main. Non, tu tends la main, tu la prends et tu la montes dans ton bateau. Oui, mais si Ah, la valise, baigner dans la mer, il y a pas de problème. si la valise elle a une étiquette avec le nom, Il y a le nom dessus. Mais pour la personne, elle a perdu à jamais. C'est pas parce qu'il y a Yehush, c'est parce que de fait, c'est quelque chose qui normalement est perdu pour tout le monde. Donc c'est à toi. Tu n'es pas obligé de le situer. Si c'est perdu pour tout le monde. De toute façon, ce qui est en mer, généralement, on considère que c'est perdu pour toujours. Pour tout le monde. C'est perdu pour tout le monde. Exactement. Moi, je te conseille d'aller faire le tour des mers du Golfe pour essayer de récupérer. Il y a plein de choses à récupérer. En tout cas, tout ça pour vous expliquer, parce que pour vous montrer des applications pratiques. L'application pratique, c'est par exemple aussi, vous avez un talit filine dans une synagogue, il est 11h du matin. Pouvez-vous mettre n'importe quel talit filine que vous trouvez sur votre route. À 11h du matin, c'est plus l'heure où ils vont l'utiliser. 11h du matin, ils ne vont plus l'utiliser. Alors, donc je pourrais. Non, c'est plus délicat avec. moi, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous, ça ne vous dérange pas que quelqu'un prenne votre filine et les mette? Moi, tes filines peut-être. Ça dérange? Une question de circonférence de Tu crâne. détestes. Par rapport Non, on peut avoir peur. Il y a ces conférences du crâne, mais il y a surtout les microbes qui Ça peut assurent ça. déranger, ça peut pas être qualité. Puis il y a la transpiration, puis il y a le. Ouais, il y a le repli, ça peut déranger. Mais d'un autre côté, tu n'as pas envie que quelqu'un fait des mitzvot avec ton avers. Je suis content, mais en vrai, au fond de moi, j'aime pas ça. Tu es content, mais tu n'es pas Je ne vais pas content. dire que je ne suis pas content de faire la mitzvah, je suis content de faire la mitzvah. Si j'avais dû faire la mitzvah avec quelqu'un d'autre, ça ne m'aurait pas gêné. Mais sur le moment, oui. C'est la base, c'est une chose. Tu es très honnête et tu as raison de parler avec honnêteté, mais sache que normalement, un juif, il ne doit pas réfléchir sur comme ça, il doit se dire quelle route j'ai eu de pouvoir faire une mitzvah à un autre juif. Pardon? On doit tous travailler dans l'idot, c'est ce qu'on a tous cette réaction a priori de vouloir garder pour soi. Non, Mais la Gemara te dit, normalement, tu peux prendre le tefillin parce que l'homme veut
que enfin, c'est une mitzvah d'acceptation d'argent. On peut comprendre qu'il soit énervé si demain il arrive le lendemain matin et le tête il est en boule. Alors, ça, tu as raison que toi, tu n'as pas le droit de restituer les choses différentes de ce que tu les as trouvées. Si tu les as trouvées bien pliées, tu dois le rendre bien plié. Tu trouves des tefilines, tu dois bien les ranger. Moi, les sont pliés autrement que la manière dont on les D'accord, mais si c'est fait avec soigné, c'est bien soigné, mais c'est pas fait comme toi tu veux, dans ce cas-là, tu ne peux pas. L'inverse, mais le yad à la droite ou à la gauche, pas l'inverse, c'est vrai que nous, maintenant, on arrive, on prend le nôtre. On a les ici, il les a utilisés. Oui, ça aussi. On ne doit pas prendre ce qui n'est pas à soi. Une paire de tefilines qui tu ne la prends pas. Mais si, on dit que c'est autorisé. Ah bon? Parce que l'homme est content que l'on fasse des mitzvot avec son argent. Même si un mot Non, c'est un mot de suite à sourd, si tu dis je veux pas. Parce que moi j'avais un copain de classe, il a laissé un mot dans sa pochette, dans l'évidence. Celui qui utilise des trucs sans autorisation. En gros, ça dit j'atteins la sortie. Non, c'est limite, t'as une plaie qui va te tomber dessus, quoi. Ah, une malédiction. Ah, carrément, c'est un peu dur. Bien sûr, hein. Des fois, on est en galère. Ça, j'ai connu ça. Il te met en passage, il te met en J'ai touché jamais ces trucs. J'ai connu ça. J'ai flippé. Un crocodile et Kitavo en photocopie. J'ai eu ça pour la bar mitzvah de mes enfants. On avait emprunté un tikkun korim et à la synagogue d'Adnières, il y avait un message comme ça, très vite rempli de livres. Enfin, le lendemain, on l'a rempli ou sur le lendemain, on l'a rempli. Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer que. Mais voilà, par exemple, tu prends l'exemple du tikkun. Aujourd'hui, c'est un produit très recherché à l'aide, par exemple. Plusieurs personnes disent mais oui, il y en a un, machin. Donc, ça veut dire que les gens qui l'empruntent, ils ne le remettent pas à leur place. Et les gens, ça dérange parce qu'il y a plein de gens qui veulent apprendre. Ils sont embêtés à cause de ça. C'est un exemple où tu prends, tu ne restitues pas son propriétaire et ou à sa place et tu déranges les gens. On avait demandé l'autorisation de le faire. Hein. J'ai bien compris, mais une fois que tu l'as pris fini, tu dois restituer cette chose là où tu l'as pris, à sa place. Et le fait est qu'il y a des gens qui disent on n'en trouve pas, on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. C'est vrai que j'ai peur du livre qui s'abîme par rapport au tefilin. Alors, parce que les livres s'abîment plus facilement que les tefilin. Une utilisation peut déjà écorner une feuille, tu peux déchirer, etc. Comme c'est plus fragile un livre, fais attention, plus attention. Les gens, a priori, ne sont pas prêts à prêter leur livre à tout le monde, n'importe qui, sans. Plus facilement. Les tefilin, c'est plus facile à conserver et à ne pas abîmer en une utilisation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont macméniques sur les tefilin, donc si tu sais que quelqu'un est macménique, tu n'as pas le droit de le prendre. Il faut que tu saches que ce n'est pas normalement. Normalement, on devrait avoir envie qu'Hachem nous donne le sroud de pouvoir faire une mitzvah à quelqu'un d'autre. Et plus c'est difficile, et plus c'est une grande mitzvah. D'accord? Alors, je vais terminer dans quelques instants. Il reste 3 minutes encore? Alors, il y a un principe très intéressant dans la Shabbat Aveda, c'est que si la chose qui est perdue, elle n'est pas selon votre kavod, pour la rendre, c'est quelque chose qui va entacher, va gêner votre kavod, il n'est pas tenu de le ramasser. C'est quoi les choses qui ne sont pas de votre kavod de les ramasser? Alors, c'est écrit Chacham, Veno le fik vodo. Si quelqu'un c'est un Talmid Chacham, et il ne se déplace pas dans la rue avec ce genre de sac bizarre, truc, ça ne va pas du tout avec son kavod. Pourtant, c'est un mitzvah de la Torah. Et a priori, son kavod, on s'en fout, quoi, parce que c'est une mitzvah de la Torah. Mais la Gemara, la Torah elle-même dit je t'autorise, enfin, je te dispense de la mitzvah si ça, c'est sur le compte de ton kavod. Un sac de femme. Pardon? Sac de femme, un sac rose, par exemple, très rose. Par exemple, des produits à l'intérieur qui sont un petit peu. Bon, évidemment, je ne parle pas de la drogue. Ça, c'est valable que pour le Talmid Chacham ou n'importe qui? Ah non? Un sac de femme rose, c'est valable pour le Talmid Chacham uniquement ou n'importe qui? Quelqu'un pour qui c'est un peu gênant, tu vois, de se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme avec un sac rose? C'est vrai que ça fait très louche, non? Ah bah oui, ça. L'effort pour le restituer, ou si l'effort pour le restituer est très compliqué. Voilà, Si l'effort est très compliqué pour restituer. il dit par exemple pour une femme, si elle trouve quelque chose qui est très lourd, pour elle ne porte jamais si lourd. Elle est dispensée.
va dispenser. Il faut que ce soit quelque chose qui soit réalisable, etc., pour qu'on puisse porter, qu'on puisse, etc. Pardon? Après, pour le Rav d'être Mouchet, c'est ce que le Kvod Torah, il... Si ce n'est pas son kavod de se promener avec Meler les- Shemachal, Veno Machoul, mais Tamid Raham Shemachal, c'est pas évident que par rapport à son kavod de la Torah qui représente, ça puisse marcher. Je ne crois pas, j'ai un doute là-dessus, si c'est Kvodo Machoul ou pas. J'ai un petit doute. D'accord? Ou bien par exemple des gens qui sont des gens qui ont un haut poste et qui donc font partie de la haute société. Pour eux, ça se fait pas du tout de sortir, de prendre un sac, genre Seine-Saint-Denis, c'est le truc où ils sortent avec de Tati, c'est les trucs de Tati. Sac Tati. Lui, il voit ça dans la rue, mais il se dit, mais c'est pas mon carotte. Moi, je suis un type qui me balade avec du Hermès ou du Louis Vuitton, pas avec des trucs comme ça. Non, ça peut être gênant pour lui. On n'est pas obligé. C'est dingue, hein, c'est énorme le pic Bodo. רבי חנן, כאשר רצה כזה ברוך הוא לזכות לישראל לפי בא לדור מצוות מועדוני חפץ ומהציפור הגדיל